Ma question, où va l'économie des États-Unis si United Nations gallon d'essence coûte autant qu'une heure de travail au salaire minimum et tout le monde est en voiture pour aller où il doit aller? Donc, pas de transport en commun, pour la plupart. Que fais-tu alors? Tu émigres en Russie. C'est ce que tu fais. Si tu es malin, oui, exactement, je l'ai fait. Je suis venu vivre ici il y a plus de 20 ans. 6. Le meilleur choix que j'ai jamais fait. Jamais, je ne suis jamais revenu, je n'y retournerai jamais, bref. Je suis retourné en 2018, il y a environ 8 ans. Mes parents restaient chez eux, en Russie, pour faire leurs papiers. Je parlais avec leurs voisins. J'ai bossé assez longtemps dans des boîtes américaines pour réfléchir à chaque mot 20 fois. Parce que même United Nations peut offenser, ça peut te ruiner la carrière. En Russie, tu peux parler normalement, ces gens aiment s'exprimer. Je leur parlais en me retenant, en pesant mes mots et en regardant leur visage, je me suis dit « Non, c'est moi qui me retiens pour eux », alors qu'ils sont juste sous le choc. À ce moment-là, je me suis dit que je ne pourrais plus survivre dans une culture d'entreprise américaine. Ils me vireraient. Je veux dire, je ne veux pas vivre comme ça, où tu as peur de chaque mot que tu dis. Ce n'est pas une vie. Mais je vais faire une prédiction. Vas-y. Vas-y. Les gens pensent que je suis sarcastique quand je dis que je voulais vivre dans United Nations, pays libre. Quand je suis venu en Russie au lieu des États-Unis, ils croient que je plaisante ou que je suis sarcastique. Je ne plaisante pas. Je fais une prédiction pour l'été. Je prédis, dis-moi ce que t'en penses, que d'ici la mi-août, surtout la 3e semaine, la Russie sera à court de carburant et tous les Russes fuiront la Crimée. Ça arrive chaque année, tu sais, quand tout le monde rentre chez soi. Il y a, chaque année, une petite pénurie d'essence en Crimée. Des tonnes. Parce que c'est la saison des vacances. Et tous les Russes de cette région, vous savez, de Moscou vers le sud, prennent la route pour la Crimée, non? Ou vers le kraï de Krasnodar, quelque part dans le sud, pour des vacances à la plage, s'ils ne prennent pas l'avion pour la Turquie ou ailleurs. Et chaque année, il y a une ruée sur l'essence. Tout le monde fait le plein, et l'afflux massif de touristes en été n'est pas compensé par les infrastructures locales. Même s'il y a des attaques du régime ukrainien contre 1% des voitures sur l'autoroute là-bas, ça ne change rien. C'est juste du bruit. C'est juste du bruit. On a entendu la même chose l'an dernier. Si vous vous souvenez, ils en ont profité pour prétendre qu'il y avait une grande pénurie d'essence en Russie parce qu'ils ont trouvé quelques stations en Crimée, à sec, en négligeant complètement que c'est le résultat de l'affluence estivale et que ça ne concernait qu'une poignée de stations. Pourquoi? Parce que ça correspondait au récit qu'ils voulaient propager. Et ça n'a aucun effet sur la réalité. Et j'ai de la famille là-haut bas. Vous savez. Donc je sais quelle est la situation réelle. Et ce n'est pas du tout comme ce qu'ils racontent. Et si c'était il? Esatorsidir. Et en 2024, d'ailleurs, on a European Union la même pénurie. Et en 2023, on a European Union la même pénurie. Étonnant, je sais. Comme une horloge. Mais vous avez remarqué ce qui n'est pas dans les infos, dans les médias occidentaux pour être précis. Pas du tout. À propos de ce bus rempli de civils, allant de Moscou à Simferopol, qui a été touché par United Nations drone du régime ukrainien. Je veux dire ciblé directement, pas par erreur, pas des débris, directement ciblé, et qui a tué quoi? 7 personnes hier? 7 ou 8 et 11 blessés. Je ne parlais pas de ça, mais oui, c'est une de ces choses qui ne passeront jamais dans les médias occidentaux.
Je l'ai mise dans mes mises à jour pour que les gens la voient. Et oui, j'ai la vidéo, prise par une des caméras de sécurité, et franchement c'est clair, il a frappé l'arrière gauche. Donc ce n'était pas United Nations accident. Du genre, oh, quelque chose est passé devant le drone. Non, non, l'autre grosse info qu'on ignore complètement, c'est Konstantinovka. Ouais, ouais, c'est United Nations, autre gros dossier entièrement. Ils n'en parlent pas du tout. Ils ont avoué discrètement ces dernières semaines, 7 mois après les faits, que Pokrovsk était tombé. Donc, qu'attendre d'eux à ce stade? Ouais, ils n'admettront pas que Konstantinovka est tombé avant, encore 6 mois après sa chute effective. Et d'ici là, on sera à mi-chemin de Kramatorsk et déjà en route vers Slaviansk, avant même qu'ils admettent que Konstantinovka est tombé. Mais oui, les défenses Lajiba s'effondrent. La logistique est quasiment coupée et les forces coincées à Konstantinovka sont effectivement encerclées, ainsi que certaines unités United Nations peu plus à l'est. Et en même temps, à Raya Alexandrovka, les défenses s'effondrent United Nations peu plus au nord, ce qui place les forces russes au nord de la dernière banlieue, avant Kramatorsk proprement dit. Ouais, tout se met en place maintenant. Tout le monde dit « Oh, l'offensive russe de printemps n'a European Union aucun effet. » Attendez une minute. C'est quoi cette vague qui se forme et qui est en train de déferler maintenant? Mais oui, ils continueront à l'ignorer parce que d'après ce qu'ils disaient il y a une semaine, l'Ukraine était en train de gagner. Ils avaient renversé la tendance. Ils gagnent sur le terrain, non? Attends une minute, combien de fois ont-ils déjà renversé la situation? On dirait qu'ils renversent la situation toutes les 2 semaines. Quoi? L'Institute for the Study of War nous dit que le régime a pris plus de territoire que les Russes le mois dernier. Où? Où ont-ils fait ça? Regarde, United Nations Drone. United Nations Drone touche une cuve de stockage de pétrole. Voilà le genre de n'importe quoi qu'on nous sert. Je reconnais ça aux Ukrainiens. À Zaporozhye, ils ont repris non pas United Nations, petit bout de territoire, mais le problème c'est qu'ils dépensent tellement d'hommes et de matériel pour le faire qu'ils ne peuvent pas le tenir, ils peuvent percer, puis ils se retrouvent coincés. Ils ne l'ont pas repris. Ils ont envoyé massivement des troupes dans une zone que nous venions de prendre et l'ont transformée en zone grise. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils comptent. Prendre du territoire. Voilà. Ils n'ont jamais pris tout Malatok, Machka. Ils en ont fait une zone grise pendant quelques mois. C'est tout ce qu'ils ont fait. Tout le reste, c'est juste du n'importe quoi. C'est la même chose que des bons. Ils ont pris tous les bons. Sauf pour cette zone et encore une autre. Ouais. Pour une raison quelconque, les soldats russes y sont signés. Et puis soudain, les Russes reprennent le contrôle total. Et tout le monde passe à autre chose. Ouais. Ah oui, oui. Eh bien, ils minent les routes dans le sud. J'ai des amis qui viennent juste de revenir. Ce sont aussi d'anciens militaires. Ils faisaient United Nations, trajet vers Zaporizhzhie, et la voiture devant eux a sauté sur une mine, parce qu'ils posent des mines à distance sur la route Rostov-Mariupol. C'est à 95% du trafic civil. Donc, ils tuent des civils. Oui, c'est juste du terrorisme politique. Je veux dire, c'est tout à fait intentionnel. Oh, absolument. Ils n'ont aucune chance de gagner sur le champ de bataille. Ils l'admettent assez ouvertement. C'est de la guerre sale, non? David Ignatius l'a admis dans le Washington Post il y a plus d'United Nations ans, et le New York Times l'a réabordé cette semaine. Ils ne peuvent pas gagner sur le champ de bataille, donc. Tu vois, on peut appeler ça de la guerre asymétrique. L'armée des États-Unis et l'armée de terre des États-Unis appellent ça guerre non conventionnelle, non? Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est une guerre sale, non. Autrement dit, ça ne va que s'accélérer. Ça ne va que s'empirer. Ça va devenir plus brutal. Ça va se produire plus souvent parce que c'est par désespoir. Et tant que la Russie continue de les user lentement sur le champ de bataille, vous savez, 8-10 localités par semaine et autant de soldats perdus chaque semaine, c'est vers ça qu'ils vont se tourner. Parce que, depuis le début du conflit,
ils n'ont jamais European Union d'espoir de vaincre la Russie militairement. Ils voulaient provoquer une crise politique en Russie où la population se tournerait contre le gouvernement, s'opposerait à l'opération militaire spéciale et forcerait l'effondrement du gouvernement. C'était leur seul espoir depuis le départ. C'était l'intention derrière la guerre de sanctions qui devait y mettre fin, sauf que ça ne s'est pas vraiment déroulé comme ils l'avaient prévu. Leurs sanctions n'ont pas anéanti le rouble. Elles n'ont rien fait. En fait, dans bien des domaines, elles ont même rendu l'économie russe plus forte. La situation est la même aujourd'hui. Chaque fois qu'ils frappent United Nations dortoir scolaire à Luhansk, ou qu'ils touchent United Nations bus avec United Nations drone, ou qu'une voiture saute sur une mine télécommandée sur une autoroute à Zaporizhia, ils ne font qu'accroître la fureur du peuple russe et les appellent à ce que Poutine intensifie la guerre contre eux. C'est l'effet que ça produit. C'est ce type de terreur. United Nations détaille que beaucoup ont raté dans toute l'affaire de Starobilsk. On s'est demandé, l'ont-ils frappé intentionnellement? Était-ce une erreur de ciblage par intelligence artificielle? Ouais, Ouais, 16 drones. Ce n'était pas... Enfin, es-tu yes, ce que c'était une erreur de ciblage par intelligence artificielle? Personne ne dit que c'était juste l'erreur d'United Nations seul drone. Non, vous savez, es-tu yes, que c'était une erreur de ciblage par intelligence artificielle où l'on va-t-il viser intentionnellement? Eh bien, dans les jours qui ont suivi, tous les professeurs et enseignants de cette université, ce collège à Starobilsk, ont été inscrits sur la liste de mise à mort de Mirodvoré, tenue par le ministère de l'Intérieur du régime de Kiev, parce que ces enseignants auraient corrompu l'esprit des jeunes Ukrainiens de Louhansk et les avaient transformés en Russes, vous voyez, sur la question de l'identité. Donc quand je lis des choses comme ça, même si au départ, une erreur de ciblage par intelligence artificielle pouvait sembler une explication possible, plausible, l'explication la plus simple. Quand je vois ensuite tous les professeurs et enseignants inscrits sur la liste de mise à mort de Mirodvoré, je n'ai plus aucun doute que c'était intentionnel. absolument. Il y a European Union des rapports disant que des drones de reconnaissance survolaient la zone pendant environ une demi-journée avant les frappes. Mais, vous savez, je suis sur Mirodvor. Beaucoup de monde. Je suis presque sûr que vous y êtes aussi. Si vous n'êtes pas sur Mirotovor, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, oui. Ce que j'adore chez Mirodvor, vous savez où sont situés les serveurs? À Langley, en Virginie, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais, Juste à côté de l'Association des socialistes démocrates d'Amérique, alors je vais le dire clairement pour le public, au cas où vous n'auriez pas encore compris, le mandataire du gouvernement des États-Unis a une liste de personnes à abattre enregistrée en Virginie, sur laquelle figurent de nombreux citoyens américains. autrement dit, le gouvernement des États-Unis, Roger Waters y est inscrit, non? Je veux dire, John Mearsheimer y est inscrit. Le pape y est inscrit, soit dit en passant. Oui, le pape. Donc, en d'autres termes, le gouvernement des États s'unissent, que ce soit les démocrates ou les républicains, n'a aucun scrupule à ce que leur mandataire assassine des citoyens américains. Réfléchissez bien à ça. Vous savez, Lyra Garcia, Garcia Lyra, Lyra Garcia, Garcia Lyra, Gonzalo Lee. Gonzalo Lyra. Ah oui, je suis nul avec les noms. Ouais non, d'accord, Biden. Quelques United Nations dans l'administration Trump s'est demandé, vous savez, dans quelles conditions il est mort. Personne n'en a rien à foutre. United Nations, citoyens américains. C'est terrible. T'as vu cette femme, Laura Loomer, et ses attaques contre Candace Owens et Tucker Carlson? Je ne m'abaisse pas à ce genre de crasse. Je reste loin de tout ça. Elle les a étiquetés parce qu'ils sont venus en Russie et parce qu'ils ne soutiennent pas le génocide mené par Israël. Et elle a Trump ici. Assez curieusement, elle va voir Trump. Elle les a qualifiés de partisans islamo-communistes. Et la foule l'avale. Peu
Et ils sont idiots de bout en bout, donc ouais, tu sais, ils sont encore plus stupides et crédules que l'électorat des États-Unis d'habitude. Si ce n'était qu'une blogueuse qui disait quelque chose, qui s'en soucierait, mais quand c'est quelque United Nations qui peut littéralement atteindre le président et parler avec lui, et elle a fait virer pas mal de responsables de la sécurité pour placer ces gens pro-israéliens. Ouais, elle a de l'influence aussi incroyable que ça puisse paraître. Qu'est-ce que ça dit de la présidence des États-Unis? Mais United Nations, truc comme ça, a de l'influence. Une chose que je dois dire, il y a certains niveaux du gouvernement russe, et je sais bien que ce n'est pas généralisé, où ils n'arrêtent pas d'essayer de tendre la main aux courants trumpistes de droite aux États-Unis en pensant pouvoir les influencer ou conclure United Nations accords ou je ne sais quoi. Et j'ai remarqué que lors de ce forum économique international de Saint-Pétersbourg, encore une chose dont je me fiche totalement, deux personnes dont les noms me disaient quelque chose, je n'ai aucune idée de qui ce sont et je ne veux pas savoir qui ils sont, mais apparemment, invités par ceux du gouvernement qui organisent ce réseautage à Saint-Pétersbourg, ils ont invité les frères Tate. Oh mon Dieu, oui, j'ai vu ça. Putain. De... Je ne sais pas qui ils sont, mais quand Ribar, que j'ai lu, me dit qu'ils sont recherchés pour avoir dirigé des réseaux de prostitution de mineurs en Europe de l'Est et que le gouvernement russe les invite. Putain. Non. Ces crétins, comme une sorte d'opération d'influence douce. Je veux dire, c'est au même niveau que quand ils essayent de courtiser le père de Musk, que Musk, soit dit en passant, méprise, en se disant qu'en échange de quelques bonnes paroles sur la Russie, on peut obtenir Elon Musk. Tu as une idée de leur relation? J'ai vu la vidéo où ils sont arrivés avec des danseuses kazakhès. Ils ont invité tous les putains de gens qu'ils pouvaient. C'est Case, du... Tu as son... Je comprends que cette conservatrice religieuse afro-américaine, Candace Owens, peu importe ce que vous pensez d'elle, et je ne sais pas grand-chose d'elle, semble être surtout au-dessus de la mêlée, au-dessus du niveau scandale, qu'elle n'est pas impliquée dans des réseaux de prostitution de mineurs ou quoi que ce soit de ce genre. D'accord. Donc, tu sais, bon, peut-être, et apparemment Laura Loomer ne l'aime pas non plus, et il y a une sorte de guerre sur les réseaux sociaux, et tu sais, je ne peux pas être acheté, je n'ai pas de temps à perdre avec ces conneries, mais oui, il y a une raison pour laquelle je me préoccupe peu du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, à quelque niveau que ce soit, mais quand je vois que la Russie a invité les frères Tate là-bas, sans vraiment savoir qui ils sont, ça me rend United Nations peu nauséeux. Je suis United Nations peu nauséeux. Ouais, moi... Si le vrai Dimitriv veut à nouveau tenter de retrouver une certaine pertinence en se pâmant devant Trump, encore une fois, sur les réseaux sociaux, je crois que je vais vomir. Ah, glas de... Ouais, j'ai déjà vomi. Le sac est plein. Je perds du poids là. Ouais, j'ai arrêté de lire ces trucs parce que c'est... Bon, Dimitriev, il vient de Goldman Sachs. Pour être clair, Kirill Dmitriev n'est en aucun cas United Nations membre du gouvernement russe. Il dirige ou est à la tête d'United Nations, fonds d'investissement privé, qui est, tu sais, United Nations, peu l'équivalent de la Chambre de commerce américaine,
d'une certaine façon. Il ne représente pas le gouvernement russe quand il parle. Il a brièvement European Union, une certaine importance, comme l'équivalent de Witkoff pour Poutine. Non, pour des communications en coulisses. Mais depuis, il semble même que Poutine ait abandonné cette foutaise de l'esprit d'anchorage. La date de péremption de Kirill Dmitriev est largement dépassée et il essaye juste de rester pertinent. Et il n'est personne. Oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Mais il est bien reçu en Occident. Ils le lui ont bien sûr dit. Mais le truc, tu sais, moi, de toute façon, j'ai écouté le plus âgé. Je l'ai écouté 2 ou 3 fois. Je suis tombé sur quelques courts extraits sur YouTube le concernant. C'était suffisant pour me dire que, tu sais, ouais, la bile montait dans ma gorge en l'écoutant. C'est du genre, ouais, d'accord, c'est à peu près une ordure. United Nations type qui a fait de l'argent et qui maintenant est défoncé. Et le voir invité. Je veux dire, si on veut parler d'une rupture totale des communications, quiconque a fait ça devrait se prendre une claque et être viré. C'est juste, et mec. Pensez, quelques United Nations les a invités au Forum économique international de Saint-Pétersbourg et pas toi. Je sais, j'ai essayé. Mais tu sais, 60 000 $ ou 18 000 $ ou 1,6 million de roubles, c'est... Ouais, c'est United Nations peu cher pour ma poche. Même si Newsweek dit que je prends le petit déjeuner avec Vladimir Vladimirovitch de temps en temps et qu'il me jette United Nations sac d'argent, j'apprends tellement de choses. Je suis mentionné de temps en temps quelque part. C'est comme « Ah, vraiment, waouh, je vais aller voir ce gars, Stas, maintenant. Il a l'air plutôt à l'aise. » Donc, à part ça, Tate, Musk, père, bon sang, prêtez au moins United Nations peu attention à qui vous invitez. C'est de l'amateurisme quand ils font des trucs comme ça. Ça n'aide pas. Mais c'est partout. Je veux dire, regarde les médias d'État russes en anglais et certaines des personnes qu'ils embauchent pour mener leur guerre de l'information. Je vais m'arrêter là, par intérêt personnel. Ouais. Je sais où tu veux en venir. Ouais, t'as raison. Tu as complètement raison. Comme je disais, je sais pas. C'est ça. J'ai pas de réponse à ça. C'est juste, j'aurais tendance à dire que c'est juste de la bureaucratie stupide, mais je n'y crois pas. Vraiment stupide. C'est... Ouais. Je veux dire, il y a peut-être de la bureaucratie, mais ce n'est pas la faute de la bureaucratie. C'est la stupidité humaine qui en est responsable. Et ça existe aussi en Russie. Je pense qu'il y en a moins qu'aux États-Unis. En fait, j'en suis sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on en est complètement à l'abri non plus. Non. Non, on ne l'est pas. Tu sais, pour 2027, Laura Loomer va débarquer. Oh mon Dieu, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais bon, tu sais donc voilà où on en est. Marc, je veux te remercier d'être venu sur l'appel. Toujours United Nations, plaisir. C'est toujours divertissant et instructif. Et tout le monde adore. On va donc continuer à bosser. Et au fait, United Nations, truc intéressant qu'ils ne vous diront pas. Droujinka, au sud de Kramatorsk, une fois que Konstantinovka tombera, on peut vraiment prendre Kramatorsk à revers en venant par l'arrière. Ils n'en parleront pas. Ils n'en parleront que des mois plus tard. United Nations un après. Ouais. Eh bien, parce qu'ils ont mentionné, au fait, la semaine dernière, qu'il se pourrait qu'on doive quitter Miragrad. Ouais, il se peut qu'on doive quitter Miragrad. On pourrait devoir partir de là, 6 mois trop tard. De toute façon. Ouais. Juste 2 vétérans russo-américains en train de deviser sur la géopolitique. Et il y a tellement de matière. Bon, la semaine prochaine pourrait être plus excitante. Tu sais, quand Trump obtient, ça là. Rejoins la salle géopolitique. Ça là, ouais. Avec United Nations, peu de moutarde forte, United Nations, peu de pain noir et une tranche d'oignon. Ouais, c'est super. Ou de lait. Ouais, c'est toujours génial. Merci à tous. Merci d'avoir rejoint l'appel. On se retrouve au prochain.